Alors, eh bien aujourd'hui, l'autre con du PMU, c'est Chacha. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau film. Aujourd'hui, on parle du nouveau Scorsese, donc Killers of the Flower Moon. Alors, vous êtes ici, donc vous savez déjà c'est avec qui. Donc le côté casting, on va passer. Alors ouais, vous vous demandez pourquoi la vidéo arrive seulement maintenant. Tout simplement parce que j'ai vu le film une première fois, le lendemain de sa sortie. Et disons que je voulais le revoir pour avoir un avis plus ou moins définitif. Parce que, comme vous vous en doutez, il y a des choses qui vont et d'autres qui m'ont chagriné, on va dire ça, et surtout, je vais m'expliquer. Donc, le nouveau Scorsese, c'est quoi? Pour en parler, on va commencer par parler de sa structure, ensuite on parlera de son histoire en faisant, comme on se le permet ici, moult digressions, on n'est jamais avare là-dessus. Donc, pour commencer, la structure, donc Killers of the Flower Moon, le nouveau Scorsese, ce n'est pas un scénario original, c'est basé sur le livre de David Grant, je ne sais pas. Et donc, ce livre, ou plutôt la structure du livre, diffère de la structure du film. Et c'est pour ça que je vous en parle. Donc, le livre, c'est un livre enquête, c'est un true crime. Donc, c'est ce genre qui est né avec, vous savez, Truman Capote, de sang-froid, voilà. On raconte un crime qui s'est déroulé, et un crime donc qui s'est vraiment passé dans la vraie vie, dans la vraie réalité des gens. Et donc, ce livre, eh bien, il suit donc un agent du FBI qui vient enquêter dans une bourgade en plein cœur, en plein cœur d'une réserve indienne. Donc, en plein cœur d'une réserve indienne, vous avez donc euh, des Amérindiens, donc pas des Indiens, donc ok, des Amérindiens, on va arrêter de dire des conneries, des Amérindiens et aussi des Blancs qui sont venus ici dans l'idée d'avoir une vie meilleure, dans l'idée de s'enrichir, parce que sur ces terres indiennes, on s'est rendu compte qu'il y avait du pétrole, et qui dit pétrole dit pognon, et qui dit pognon dit gens heureux. Donc voilà. Alors, ça, pour le livre, vous avez donc le point de vue d'un agent du FBI qui débarque là-dedans et va donc enquêter pour savoir, pour essayer de comprendre pourquoi il y a tant d'Amérindiens qui disparaissent. Voilà. Donc, purement un livre enquête. Voilà. Alors, Scorsese a décidé de... Il était parti là-dessus au début, puis finalement, il a dit non, ça ne me plaît pas. Alors pourquoi ça ne lui plaisait pas? Parce que lui, Scorsese, il voulait intégrer le point de vue des Amérindiens, des Osages. Et donc, pour cette raison, il s'est dit, eh ben non, on va pas suivre simplement le flic qui débarque là-dedans, qui pose ses questions, il regarde s'il y a des suspects. Non. Lui, Scorsese, ce qu'il voulait, c'était plusieurs points de vue. Donc, nous avons, parce qu'il s'agit d'un film sur la communauté Osage, le point de vue des Osages. Alors le point de vue des Osages, il va être incarné par Molly. Donc, Molly, jouée par l'actrice Lily Gladstone. Et Molly, c'est aussi donc la femme de DiCaprio, donc le personnage d'Ernest. Donc voilà, Molly, clairement, c'est ça. Elle est l'âme des Osages, elle est le point de vue de cette communauté. Vous avez donc Ernest, son mari. Alors lui, il est clairement revenu du front. On est en 1920, je le rappelle. Donc lui, il est parti à la guerre en Europe. Il a fait la guerre. Il est rentré. Et maintenant, il cherche un nouveau boulot. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir son oncle, donc qu'on appellera, qui veut qu'on l'appelle King. Donc son oncle, joué par Robert De Niro, riche propriétaire de bétail. Et surtout, c'est le notable de la ville. Donc, personne influente, écoutée à la fois par les Osages et les Blancs. Donc voilà.
le film, il s'articule comme ça. Vous avez ces trois personnages, trois points de vue, qui vont donc, qui vont donc, oui, qui vont donc se balader, voilà, etc. Et c'est bien plus tard que le personnage du livre, donc l'unique personnage du livre, il débarquera dans le film. Donc, et lui, il est joué par Jesse Plemons ou Plemons, je sais plus. Et surtout, alors voilà, c'est cet acteur, ça m'emmerde de dire ça, mais à chaque fois que je le vois dans un film, je me dis, ils avaient pas le budget pour Matt Damon, donc ils ont pris le mec là. Parce que grosso modo, il joue un rôle que Matt Damon aurait pu jouer. Physiquement, il y a un gros truc de Matt Damon, mais c'est Matt Damon un peu constipé, moins charismatique. Enfin bref, on va arrêter là-dessus. On n'est pas là pour dénigrer un acteur au profit d'un autre. Mais j'ai toujours cette sensation et j'aurais pas dû parler de ça. C'est pas grave, on s'en fout. Alors on avance. Donc on a ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Pour la structure, pour la structure c'est tout. Alors maintenant l'histoire, parce que parce que oui, il y a une histoire. Alors qu'est-ce que nous apprend le film, à vrai dire? Et c'est et c'est là où ça commence à être un peu critiquable, on va dire, même si tout est critiquable. Le film nous apprend finalement peu de choses sur la culture osage, un peu plus, parce que, alors, il fait très vite le tour sur la question qu'est-ce qu'un couple mixte dans les années 20. Ça, on a des infos, mais finalement, et je pense que c'est l'aspect central du film, donc les blancs et l'oisiveté, donc le capitalisme aux États-Unis dans les années 20, ou plutôt là, vraiment ce qui fait vraiment l'horreur du capitalisme, c'est-à-dire jusqu'où les gens sont prêts à exploiter les plus faibles à des fins purement personnelles, c'est vraiment l'aspect central pour moi. Alors je peux me tromper, mais c'est pour moi l'aspect central du film. Et alors cet aspect, on en reparlera plus tard, mais donc vous voyez avec l'idée d'exploiter les plus faibles pour des fins purement personnelles, là on peut faire le lien, et on le fera plus tard avec le Loup de Wall Street, parce il y a des choses à dire. Alors une fois que le film nous a montré comment arriver, euh, oui, comment arriver à ses fins, donc je le redis, comment s'enrichir aux dépens des autres, c'est vraiment le moment où le film peine à avancer, ou plutôt le film avance, mais il avance quasiment au ralenti. Pas, c'est pas truculent, c'est pas passionnant, et surtout ça fait penser en fait à, vous savez, imaginez, vous regardez une vidéo d'un astronaute sur la Lune, l'astronaute, il s'apprête à sauter, donc là vous le voyez préparer son saut, ensuite il y a le moment où il ne touche plus le sol, et enfin le moment où il atterrit de nouveau sur le sol. Alors vous connaissez parfaitement ces mouvements, que ce soit décollage dans les airs, atterrissage, vous connaissez parfaitement ces mouvements, et finalement il n'y a rien à regarder parce qu'il n'y a pas de suspense, tout simplement. Et moi, le film, c'est le gros souci que j'ai avec le film, c'est tout simplement ça. C'est qu'une fois qu'on sait la destination, de toute façon, on la connaît dès le début du film, elle est dite dans la première scène, et elle peut même être devinée si vous avez vu le trailer, si vous avez vu la bande-annonce, ou si vous vous êtes renseigné un minimum avant d'aller voir le film. Donc là, déjà là, il n'y a pas vraiment de suspense, ou plutôt le suspense, ça va être
comment on en est arrivé là? Et là, encore une fois, et ça représente, oui, ça représente la grande majorité du film, eh bien, c'est pas hyper passionnant, encore une fois. Alors, par contre, le film, il regagne de l'intérêt avec l'arrivée de l'enquêteur, donc avec l'arrivée de l'agent du FBI, plutôt des agents du FBI, pour enquêter sur ces disparitions. Mais encore une fois, qui se souvient de la première scène du film connaît déjà le fin mot de l'histoire. Et donc la question centrale, et c'est pour ça vraiment que moi je suis retourné voir le film, c'est, eh bien, au final, on a 3h30 de film pour nous raconter quoi? Et alors là, c'est à chacun de répondre. Mais moi, c'est vraiment ce qui me pose le plus problème dans ce film. Alors, ce que j'ai fait, je vous l'ai dit, j'ai vu 2 fois le film. Et entre les deux visions, j'ai revu Gangs of New York. Alors, Gangs of New York, pourquoi ce film de Scorsese et pas un autre? Parce que c'est le premier film de Scorsese où il s'intéresse à l'histoire des États-Unis. Alors vous pouvez dire que Scorsese s'est toujours intéressé à l'histoire des États-Unis, ou presque toujours, si on... Alors il y a quoi à zapper? Il y a Silence à zapper, mais sinon il s'est presque toujours, ou presque exclusivement intéressé à ça directement, directement seulement 2 fois, avec donc le film dont on parle aujourd'hui, et aussi Gangs of New York. Donc l'intérêt de revoir Gangs of New York, c'est ça. Qu'est-ce que Scorsese avait fait en 2000, ça doit être 2001, Gangs of New York, qu'est-ce qu'il avait fait pour parler donc bah oui, là aussi, c'était basé plus ou moins sur des faits réels. Et c'était encore adapté d'un livre au passage. Et donc, dans Gangs of New York, alors, encore une fois, on avait différents points de vue. Alors, il y en avait, vous vous souvenez, on avait les natifs qui était représenté, donc c'était le gang de Bill le boucher, joué par Daniel Day-Lewis. Et face à lui, vous aviez le gang des Dead Rabbits, donc qui étaient les nouveaux arrivants, les nouveaux Américains qui là avaient rapidement pour chef de gang Leonardo DiCaprio. Et donc là, dans les 2 films, eh bien les 2 films finalement étaient encore une fois très concentrés sur justement sur quelques personnages, et ce qui venait foutre un coup de pied dans la fourmilière, c'était un élément extérieur. Et alors là, l'élément extérieur dans le dernier Scorsese, c'est donc l'arrivée des agents du FBI, et dans Gangs of New York, c'était donc l'arrivée de l'armée pour réprimer. Et si je parle de ça, c'est que avant cette arrivée dans Gangs of New York, on avait énormément de vie. On était avec, on était, que ce soit les natifs, les Dead Rabbits, etc. On était littéralement dans les rues de New York à la fin du 19e siècle. On avait énormément d'informations à l'écran, tout simplement. Les rues grouillées de monde, ça n'arrêtait jamais. On avait aussi beaucoup de personnages secondaires. Cameron Diaz, c'était, et ça l'est toujours d'ailleurs, l'un de ses meilleurs rôles. On avait aussi beaucoup de, de personnages de flics, de personnages de pourris, assez ambivalents, qui finalement apparaissaient peu à l'écran, mais étaient mémorables. Et ça, justement, c'est vraiment ce qui manque dans le nouveau Scorsese, c'est des, des personnages, alors pas des personnages mémorables, mais des instants mémorables où vraiment en quelques secondes, en quelques minutes, ça fait basculer le film dans quelque chose tout simplement euh,
pas forcément exceptionnel, mais dans quelque chose de marquant. Et ça, pour moi, c'est vraiment mon problème avec le nouveau Scorsese. Et aussi, euh, voilà, repenser. Alors là, je parlais de Gangs of New York, mais repenser aux affranchis, repenser à Casino, repenser à Mean Street, repenser au Loup de Wall Street, beaucoup plus proche de nous, même si ça fait peut-être 10 ans maintenant que c'est sorti. Voilà, les personnages de criminels, eh bien, tout simplement, ils débordent complètement du cadre. On, on- et c'est pour ça qu'on les apprécie, sans peut-être pour autant s'identifier à eux. Mais toujours est-il que on mange avec eux, on rigole avec eux, on fait du business avec eux, légal ou non. Est-ce qu'on le ferait nous dans notre vie? Pas forcément, mais en tout cas, on est avec eux, on fait partie de la troupe, on fait partie du groupe, et le lien, il paraît pour moi évident. C'est pour moi impossible de ne pas se lier à tous ces personnages que vous avez, que ce soit Ray Liotta dans Les Affranchis, que ce soit De Niro, Joe Pesci, que ce soit Harvey Keitel, etc. Non, pour moi, c'est pas possible de ne pas vraiment être à leur côté. Et là, euh, non, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a. C'est pas que l'interprétation est mauvaise, loin de là, justement, c'est l'énorme force du film, en fait. D'un point de vue technique, il y a rien à reprocher au film. Le casting est top, la réalisation, ok, mais c'est vraiment en termes de comment raconter, et finalement, qu'est-ce qu'il a voulu raconter, Scorsese, avec ce film? Et parce que, voilà, si on se raccroche au personnage, qu'est-ce qu'on a finalement? On a Molly. Ok, Molly, je vous l'ai déjà dit, c'est l'âme de cette tribu. Et Molly, en trois verbes, qu'est-ce qu'elle fait? Molly, elle scrute, elle constate et elle souffre. Et ce, pendant 3h30. Ok. Alors ensuite, vous avez Ernest, donc joué par DiCaprio. Bah lui, si vous avez bien écouté la scène tout au début où il discute avec son oncle, donc avec Robert De Niro, eh bien tout est dit. Et si vous vous souvenez, si vous avez bien mémorisé cette scène, et que tout simplement il va dérouler ça. Et encore une fois, oui, c'est juste un médiocre qui est venu ici pour s'enrichir, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et la seule différence qu'il va vraiment y avoir, et c'est pour ça que le personnage est central, c'est dans sa relation avec sa femme, donc dans sa relation avec Molly. Et c'est vraiment là l'aspect le plus intéressant du film, que ce soit à la première ou à la deuxième vision. C'est vraiment ça qui m'a le plus intéressé, c'est le personnage de DiCaprio. Et surtout, ça. Alors, je vais pas. C'est pas possible d'en parler sans spoiler, donc je ne vais pas vous en parler, mais que. Voilà, DiCaprio, c'est pas une lumière, mais il est pas non plus totalement idiot. Et parce qu'il n'est pas totalement idiot, il a forcément conscience au minimum de ce qu'il est en train de faire. Et c'est là l'aspect le plus intéressant du film. Donc De Niro, qui est à la fois le neveu du grand Manitou et la femme qui représente donc membre de la communauté Osage. Et alors De Niro, bah oui, donc voilà, Lily Gladstone, excellente. DiCaprio, excellent. De Niro, alors oui, De Niro, encore une fois, il est excellent. De Niro, c'est pas compliqué. De Niro, vous l'avez déjà vu pas mal de fois, mais néanmoins,
c'est quelque chose qu'il fait très bien. De Niro, c'est le loup déguisé en agneau. Alors, il faudrait plutôt ici parler en fait de diable déguisé en pape. Alors, si je parle de diable déguisé en pape, c'est parce qu'il a une sorte d'aura, tout simplement, De Niro. Enfin, le personnage joué par De Niro dans ce film, dans le sens où il est vraiment respecté, presque adulé des deux communautés, donc les Blancs, tout comme les Amérindiens. Et, et puis quoi d'autre pour De Niro? Non, on peut rien dire d'autre. Donc vraiment, que ce soit l'interprétation, les personnages, les dialogues, c'est vraiment là où le film excelle. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseille vraiment de bien faire attention à, parce qu'il y a eu un énorme travail, de bien faire attention au travail des expressions sur les visages, mais aussi au travail des corps, parce que ces trois personnages, quand ils s'expriment autant par leurs mots que par leur corps. Et ça, c'est peut-être encore plus vrai pour DiCaprio. Et c'est vraiment ce qui fait, juste pour ça, il faut aller voir ce film. Parce que DiCaprio, bon, c'est même plus un secret maintenant. Il est génial. Et ici, justement, il est totalement génial. Alors, sans éclipser non plus les deux autres, donc les deux autres très grands acteurs qui sont donc Lily Gladstone et Robert De Niro. Alors enfin, pour terminer, on pourrait aussi dire que je parlais de l'aspect technique, la musique aussi, et alors la musique, moi c'est quelque chose que j'aime bien ce parti pris. La musique aussi, et je pense que vous l'avez peut-être lu, la musique est excellente, et le parti pris est justement excellent, c'est que la musique elle accompagne en fait, elle accompagne parfaitement le tout, et surtout la musique, elle est en totale fusion avec le film, avec l'image. Pour moi, elle n'existe pas indépendamment du film. Vous savez, il y a des musiques de films que les gens achètent pour pouvoir se les passer chez eux, le cul dans un sofa. Ici, pour moi, ce serait tout simplement pas possible parce qu'il manquerait au moins la moitié des éléments pour que la musique conserve son aura, l'aura qu'elle avait quand on regardait le film. Ici, ce serait tout simplement pas possible. Et, et voilà tout ce qu'on peut dire que. Alors, parce que vraiment, c'est. Ce film, c'est pas. En fait, moi, c'est vraiment un film que j'aurais adoré et aimé. Mais, alors je dis pas, non, que j'aurais adoré, plutôt adoré, mais c'est pas possible parce que en fait, il y a vraiment des morceaux, des moments où une fois la situation initiale énoncée, on dit, aïe, ça va partir, ça va démarrer, on va y aller, on va entrer dans le nerf du sujet, et finalement, bah, on entre on n'entre jamais vraiment là-dedans. Et le film, sans être totalement redondant, eh bien, et vous vous en doutez bien, une fois que la police arrive pour enquêter, eh bien, ils vont poser des questions sur des événements passés, des disparitions, etc. Et ces événements passés, eh bien, figurez-vous que on a déjà eu plus ou moins on a déjà eu plus ou moins d'informations quand on n'a pas carrément vu tout le processus pour mener à une élimination avant, juste avant juste avant l'arrivée des agents du FBI. Et ça, c'est vraiment la structure qui, pour moi, est le plus, est le plus problématique. Et alors, est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Est-ce que c'est un excellent film?
moi, j'ai pas, c'est pas la, pour moi, c'est pas ça la question la plus importante. La question la plus importante, c'est est-ce que c'est un film important? Et la réponse là est oui. Là, c'est un grand oui. Est-ce que le film est important? Oui, bien sûr que oui. Et pourquoi? Bah alors, d'abord, le film est important parce que ça parle d'une histoire vraie. Et donc voilà, juste pour ça, le film est important pour l'histoire américaine parce que c'est toujours bon de se souvenir que d'un épisode historique, qu'il soit glorieux ou non. Donc déjà, ça fait un point pour dire oui, le film est important. Deuxièmement, c'est un film important aussi parce que Scorsese a désormais plus de 80 ans et voilà, c'est un secret pour personne. Scorsese n'est pas éternel, ne sera pas éternel, et donc c'est pour cette raison que c'est oui que moi, comme beaucoup de personnes, on s'est rué, je pense, dans les cinémas pour voir le nouveau Scorsese, surtout quand Scorsese, enfin, il réunit ces deux acteurs fétiches. Et alors, cela dit, Scorsese, il a plus de 80 ans. Paramount, c'est une production Paramount et Apple TV+, ou Apple TV. Non, enfin, on s'en fout, vous le savez, mieux que moi. Et donc, pour cette raison, je sais pas du tout ce que je voulais dire, mais alors, ouais, donc Scorsese, on peut se dire qu'il a eu les mains libres, voire totalement libres pour faire son film. Et résultat, moi je me demande si je préférais pas le Scorsese qui bossait pour des studios et non pas pour des plateformes, dans le sens où lorsqu'il travaillait pour des studios, il y avait toujours un producteur au-dessus de lui entre guillemets, qui le bridait un peu pour avoir des films, entre guillemets, bankable ou en phase avec les attentes du public. Parce que là, quand je pense à Scorsese qui fait des films pour les plateformes, donc première fois qu'il a bossé pour les plateformes, c'était The Irishman, et c'était déjà problématique. Alors The Irishman, c'était un film Netflix, et on sait très bien que pour ce film qui a coûté plus de 200 millions de dollars, les studios classiques hollywoodiens ne voulaient pas le financer, il s'est tourné vers Netflix, Netflix a accepté, et donc, si bien que il a pu faire le film qu'il voulait, et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que The Irishman, il y a déjà un problème on va dire d'intérêt ou de rythme. Alors ça, c'est très personnel ce que je vous dis. Peut-être que des gens ont trouvé le film justement hyper intéressant, voire hyper bandant du début à la fin. Moi, personnellement, je comprends son rythme de croisière puisqu'on est grosso modo, on est avec des vieux qui se baladent le cul en berline pour aller au resto ou faire, je sais même plus ce qu'ils font, mais enfin bref, on est avec des vieux, faut pas s'attendre à un rythme de Technival ou je ne sais quoi. Et alors là, dans le dernier, qui est toujours pour une plateforme, je pense qu'il a fait encore une fois le film qu'il voulait faire pour lui et uniquement pour lui. Et c'est pas, c'est ouais, c'est pas le Scorsese que je préfère.